que voilà, j'ai vu cette vidéo sortie hier, je me suis dit, oh là 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 là, quel poulet. En fait, je pense que vous voyez totalement avec un acteur mort. Moi, le côté acteur mort, je trouve ça un peu chaud quand même, hein, vraiment. Euh, mais il y a un truc, moi, où je regarde tout le temps Enfin, je regarde tout le temps. Je vois souvent passer les trucs comme ça, en mode, oui, voilà les trucs. Regardez sur le côté, une experte des sectes analyse des films. C'est pas comme ça une secte. Genre, ah vraiment, moi ça me fait toujours trop rire ce genre de production-là sur les réseaux. Ça me fait toujours tellement rire. Genre, je me dis, mais quelle est l'idée? Quel est le... Enfin, je me dis, oui. Enfin, globalement, moi, l'avis sur les côtés, un expert décrypte les scènes de cuisine, décrypte les scènes d'espionnage, de machin, c'est que je me dis, mais quel est l'intérêt? Parce que certes, ok, ça peut être marrant 5 minutes d'avoir un support. En fait, moi, je les vois comme on met un support face à quelqu'un qui va pouvoir parler de son métier. Ça, je me dis pourquoi pas. Mais derrière, il y a trop de gens qui disent c'est un film. Qui disent c'est un film qui n'est pas réaliste, donc du coup c'est pas bien. Sauf que c'est faux. Encore une fois, le cinéma c'est un art quand même qui a énormément de fantaisie, où il y a énormément de choses qui sont fausses en fait tout simplement, et où mais tu peux pas juger un film basé sur son réalisme déjà parce qu'il y a beaucoup de films qui se reposent sur mais si ça ne se passait pas comme ça, mais en fait il y aurait pas de film. Et typiquement un hacker il va passer ça va avoir des interfaces graphiques un peu esthétisées, etc. Mais parce que, bon, qu'est-ce que... en vrai, c'est chiant la vie d'un hacker. Et tu vas pas passer 8 heures avec un hacker qui va faire des trucs. Ou alors, ça serait un autre film, en fait, globalement. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours s'intéresser à c'est quoi le film, et pas à ce que ça aurait dû être, finalement. Donc bon. Et je voulais voir, attends. C'était pas une take de JDG, ça, de quelques décennies, on n'aurait plus aucun acteur et que les films sont. Oui, bah c'est une take aussi d'un film qui s'appelle. Ah putain, Le Congrès. Le Congrès. T'avais une trend qui se moquait de ça sur TikTok en mode un tournesol, juste des scènes de tournesol dans les films. Oui, voilà, moi les trends qui se moquent de ça en mode. Bah, même l'extrait qui tourne de. Ah, attendez, il faut que je le retrouve, je crois que quelqu'un l'avait mis de côté, qui m'avait fait beaucoup rire. Mais voilà, mais ça, cette scène-là, par exemple, elle est très très drôle. Enfin, ce côté-là. Hey. For me, impossible. Oui, voilà, c'est ça, c'est de se dire, bon, ok, c'est impossible, reste que c'est un cartoon, quoi. Mais voilà. Mais de toute manière, il y a aussi ce côté où même des films qui sont censés être très très réalistes, bah en soi, il n'y a rien de réaliste dedans. Donc à quoi est-ce que ça sert finalement d'aller vraiment pile dans le réalisme et de juger des films qui sont censés de toute manière être romantisés et avoir une esthétique spécifique en se disant avec la manière qu'on peut avoir de voir les choses. Enfin, globalement, les films, ce n'est pas la réalité. C'est quand même quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est que les films de fiction, a priori, ce n'est pas la réalité. Ça ne s'est pas réellement passé. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que c'est vraiment pratique, est-ce que c'est vraiment utile de juger des films J'entends là juger des films selon si c'est bien ou mal, d'après un caractère professionnel et d'une certaine profession, et d'après les codes d'une certaine profession, quoi. Ça me paraît un peu bête. Non, mais non, WM Comics, il parle d'une vidéo. Ah oui, ça c'est hilarant aussi. Lowers Judge John Wick, voilà. Ça c'est hilarant comme vidéo. Et. Ah non, elle est sur TikTok, voilà, c'est celle-là. Oh. That's illegal. Yeah, that's got it. No, you can't do that. That's very illegal. Right. So even though they're doing this quietly, this is still illegal. Yeah, you cannot. You should know this. You still cannot shoot guns in public, even if you have a silencer attachment. Yeah, even if you're being chill about it. I've had dozens of cases like that. So Yuri's getting a suit fitted. That is actually legal. Yeah, that's. Voilà, c'est ça. C'est globalement de se dire bon, ça c'est illégal, super. Bon, très actually globalement. Donc bon, c'est pour ça que moi ce genre de vidéo, je les regarde un peu en me disant bon, ok, mais en vrai on s'en branle. Je pense que ça va être un peu mon avis. Là ça dure 15 minutes à peu près.
Après, s'il trouve des trucs Lego dans John Wick, ça m'étonnerait. Bah oui, bah là, il faisait un nouveau costume, c'était très légal, hein, globalement. Donc bon. Tac. Tac. Tu peux tirer si ça dépasse pas 90 décibels. Oui, voilà, c'est ça. Mais bref, voyons voir du coup mi-code. Ces nombres-là devraient être entre 0 et 256, enfin 255 maximum. C'est impossible d'avoir une adresse IP avec 362 écrits là. C'est un petit détail marrant, mais qui finit finalement de rendre cette scène absolument ridicule. Et surtout, moi j'ai l'impression aussi que ce genre de vidéo là, en plus, c'est de plus en plus utilisé pour dire... Enfin, dans un argument inverse, pour dire... C'était quoi? C'était sur Adieu les cons, je crois, où il y avait Albert Dupontel qui disait on a engagé des vrais hackers pour faire vraiment des interfaces qui ressemblent à des vraies interfaces de hacking, etc. Parce que dans le film, il y a un peu du hacking, tout ça. Et je me dis, c'est très bien. Après, est-ce qu'il y a un vrai film derrière? Est-ce qu'il y a vraiment un message derrière? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Est-ce que finalement, si le truc de hacking, il ressemble à un truc comme tu t'imagines le truc du hacking, c'est vraiment si important que ça? Et est-ce que finalement, c'est pas juste un argument marketing que de dire on a engagé des vrais gens qui sont spécialisés là-dedans pour avoir vraiment des belles interfaces, on a engagé des vrais cuisiniers qui vont vraiment bien découper la viande et qui vont vraiment nous dire comment faire. Enfin voilà, et surtout à partir du moment où... Non, Argulido, je défendrai toujours le filtre jaune. C'est comme ça. C'est comme on n'a pas de VFX dans le film. Oui, il y a de ça aussi. C'est que ça devient progressivement un argument marketing, quoi. Et globalement, moi, l'argument que j'utiliserais, ce serait de dire Damien Chazelle, il est batteur. Et pourtant, j'ai vu des trucs en mode un batteur décrit Whiplash et il a dit que ça avait pas de sens. Donc je me dis, bon, ça prouve bien quand même que. Déjà, même si t'emmènes un expert dessus, et même si l'expert est même le réal du film, ça ne veut rien dire. Mais par contre, le batteur, il a dit... Par contre, il y a vraiment des vrais trucs sur son sentiment et sur ce sentiment d'illégitimité, sur la faculté de travail. C'est juste qu'il joue pas les bonnes notes. Mais on s'en fout de ça. Genre, voilà. Les hackers qui pianotent comme des cons, je peux comprendre que ça saoule, mais bon, faut doser. Oui, voilà. Mais globalement, si c'est un détail dans un coin... Enfin, moi, je sais que Planète B, par exemple... Dans Planet B, il y a un hacker qui est là en mode oui, il faut utiliser le checkpoint pour machin, parce qu'ils sont coincés dans un monde virtuel. Et je me dis, bon, c'est totalement con. Après, que dit le film à côté? C'est un peu ça, quoi. Ça prouve que la tentative de pipoter au cinéma est plus forte que sa propre expérience de réalisateur. Bah non, parce qu'en fait, il n'adapte pas son expérience en tant que batteur, il adapte son expérience en tant que lui-même. C'est un peu ça le message de Whiplash. C'est-à-dire que ce n'est pas un film sur la batterie, c'est un film sur l'obsession, c'est un film sur le rapport entre professeur et élève, c'est un film sur la quête de la perfection, ce n'est pas un film sur la batterie en fait. Si c'était un film sur la batterie et qu'il joue tout le temps les mauvaises notes, bon ce serait pas très intéressant. Mais là ce n'est pas un film sur la batterie. C'est un peu ça quand même l'angle sur lequel que tu peux avoir. Pour pardonner ce genre de vidéo, l'intérêt c'est de parler... Voilà, c'est ce que je disais au début, c'est de se dire... Bah si, il parle de sa propre expérience. C'est juste qu'il joue pas les bonnes notes, on s'en fout. Enfin, il parle de sa propre expérience et de son propre ressenti, quoi. Pour pardonner ce genre de vidéo, l'intérêt c'est de parler... Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais au début. C'est d'utiliser les films comme un support pour pouvoir parler ensuite et de se dire, voilà comment ça se passe en réalité, voilà comment une scène d'espionnage peut se passer. Ah ça c'est très réaliste, donc on peut vraiment l'utiliser, il y a quand même des petits détails, et voilà. Mr. Robot, on leur demande d'être plus proche de la réalité, mais sous la scène c'est moins grave. Oui voilà, c'est ça. C'est ça. Mais parce que Mr. Robot, ça parle vraiment... Déjà, ça parle vraiment avec des vrais termes, j'ai envie de dire. Mais Mr. Robot, il y a quand même un côté... Après, on va voir hein, dans la vidéo. Ça se trouve, il va dire que c'est pas vrai. Haha, justement. Moi, j'ai envie de lancer la vidéo, du coup. C'est de rappeler aux gens ce qui est réel et ce qui est de la fiction. Oui, c'est sûr qu'il y a ce côté, en plus, où les gens sont un peu trop matrixés par le fait que les films de fiction sont réels. Regardez, par exemple, les politiques qui disaient... dans les quartiers nord de Marseille, c'est la merde. J'ai vu Bac Nord. Et Bac Nord prouve ça. Donc bon. Mais oui, il y a ce côté-là, de toute façon, You're So Cool, où le hacking est très important dans l'histoire. En fait, c'est ça le truc. Donc, autant qu'il soit bien fait. Le biopic sur Sarah Salman. Oui.
Salut, je m'appelle Micode et je présente des émissions sur le numérique et aujourd'hui on va décrypter des scènes sur l'IA et le hacking pour GQ. Très bien. Moi, Micode, je vois vite fait de loin. J'ai dû voir quelques petites vidéos. Ça a l'air sympa ce qu'il fait. Et voilà, je sais pas s'il y a des gens qui ont des avis dans le chat. Ah, Ex Machina, avis sur Ex Machina dans le chat. Je suis sûr il y en a qui aiment pas. Moi j'aime bien. La VF est nulle à chier. Mais j'aime bien. Voilà. C'est mon avis. Et c'est sympa. Et encore une fois, c'est pas un film sur les robots, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pas un film sur des robots. C'est un film sur... un peu comme Whiplash. C'est un film aussi sur la dynamique maître-esclave, on va dire. Et sur l'obsession. Et tout ça, quoi. Film pour In the Panda. Voilà, je savais que t'aurais cet avis-là, Argolido. J'ai vu 2-3 trucs, j'ai trouvé qu'il faisait de la bonne vulgarisation sur certains sujets. Oui, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Son podcast, parfois, on souffre. Oui, voilà, j'ai l'impression que son podcast, parfois, il est un peu trop en mode... Après, c'est l'image que j'en ai, peut-être, mais en mode... le milieu de la tech, c'est génial, tout ça. Enfin, bon. I'm pleased to meet you too. I've never met anyone new before. Only Nathan. C'est normal que ce soit aussi dégueulasse, par contre, la qualité du GQ. Dans le synopsis, il s'agit de faire ce qu'on appelle un test de Turing. Ce monsieur-là, il est censé évaluer à quel point ce robot est conscient ou pas. Et donc pour ça, il doit avoir une conversation, poser une série de questions. What do I mean? Overcome initial social awkwardness. So let's have a conversation. Okay. Et c'est intéressant parce que du coup, le test de Turing du nom de l'informaticien est aujourd'hui assez remis en question. Et pas mal de chercheurs disent qu'il est obsolète parce qu'aujourd'hui, on a typiquement des modèles de langage, tout le monde a entendu parler de ChatGPT par exemple, qui sont des pros pour simuler justement une interaction humaine crédible. Et c'est typiquement, d'ailleurs c'est de façon, en vrai, le truc... Moi, je m'y connais pas beaucoup en IA, je pense moins que Micode, mais à ce côté où, en fait, une machine peut être super forte, mais par contre, tu lui demandes c'est quoi, tu lui dis que 1 plus 1 c'est 2, et après tu lui demandes c'est quoi 2 plus 2, il sait pas répondre. Genre voilà, c'est à ce côté-là où... Voilà, mais c'est aussi parce que le film est vieux, quoi. Enfin bon, pas remis en question, enfin, juste c'était une première étape. Oui, voilà, c'est une première étape, et après ça ne veut rien dire. Donc bon. Et c'est un peu de toute manière ce que montre le film. On pourrait considérer aujourd'hui que le test de Turing, il a été réussi de multiples fois, quoi. Tout le monde est d'accord pour dire que ChatGPT, etc., ce sont pas des modèles conscients et qui sont très loin d'approcher une intelligence générale. C'est un test qui est vachement remis en question. Simplement, une conversation de ce genre n'est pas suffisante pour établir qu'un robot, qu'une IA serait intelligente ou consciente. C'est pour ça que c'est pas le seul test du film. Intéressant dans le film, au-delà de ça, c'est aussi l'exploration du thème de la relation affective, voire amoureuse. Ce qui est la force du film, hein, de toute manière. Dans Her, par exemple, qui se passe, je crois, en plus en 2024, il me semble, ou en 2025, je sais plus, mais en tout cas qui se passe pas loin de chez nous, en fait, en soi, bon, déjà, c'est possible que ça existe, ce genre de truc-là. Mais après, est-ce que c'est possible qu'il y ait ce genre de relation-là? Peut-être pas, mais Her, ça parle de la solitude, en fait. C'est ça le thème principal. Et des relations humaines, et inhumaines, d'ailleurs. Donc bon. Avec des non-humains, quoi. You already 2025, Her, oui, voilà, super. know my name. Her, meilleur film de tous les temps. Non, il est bien. Mais meilleur film de tous les temps, faut le doser. Il est bien, quand même. And you can see that I'm a machine. Would you like to know how old I am? Sure. I'm 1. Le film joue justement avec la signification de l'émotion. Elle renvoie ce qu'on pourrait appeler des émotions, dans le fait qu'elle trouve ça bizarre, par exemple, elle fronce les sourcils, des choses comme ça. Mais dans la fin du film, justement, on voit que cette... C'est vrai que 2025, c'est l'année où on va baiser des robots, attention. Connexion émotionnelle, parce que je vous spoil, mais il va tomber amoureux, et il va créer un lien affectif très fort, et il va être un peu bizarre, quoi. Et à la fin, on se rend compte qu'elle, en réalité, elle finit par partir, prendre sa liberté, sans aucun remords, en fait. On est parfaitement capable de simuler de l'émotion, de renvoyer de l'émotion. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on la vit réellement. Et donc, c'est ce qu'on voit chez elle qui, à la fin, en fait, on n'a rien à faire, quoi. Ok. Bon. En tout cas, déjà, il est plus malin que beaucoup des vidéos en mode expert, où c'est en mode, c'est pas comme ça, et puis basta. Genre, j'avais regardé, je crois, c'était chez Wissam, la vidéo sur les profs.
Où t'es en mode... je crois que c'était en plus Monsieur le prof qui est détestable sur les réseaux, bref. Et où t'as ce côté où il disait c'est mal fait, donc du coup c'est pas bien, quoi. Bon, pas terrible, quoi. Après, il parlait de Un métier sérieux qui est un film de merde. Donc bon, je suis un peu d'accord aussi. Mais c'est un film de merde pour d'autres raisons. En fait, c'est ça. Ouais, c'est bien fait, tu sens qu'il a vu les films, c'est cool. Bah oui, c'est cool. C'est cool. Et qu'il les analyse, quoi. Alors, voyons voir Mr. Robot. Ça, c'est, je pense, ma scène Bonjour, si ce n'est parce qu'un film n'est pas réaliste à 100% qu'il est mauvais. Ça n'a rien à voir. Tout à fait. Stradri, bienvenue. préférée de l'histoire. Ah, Ça, c'est, je pense, ma scène préférée de l'histoire. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la plausibilité technique. Ça n'a aucun... alors Monsieur Prof dit qu'il aime Un métier sérieux, mais c'est pas... Ah oui, putain. Oui, j'ai dû confondre, je sais plus avec quel autre film c'était, du coup. Mais en tout cas, oui, il aime Un métier sérieux, alors que c'est vraiment un film fasciste. Non, je plaisante. équivalent. Il ne joue pas dans la même cour que tout ce qui se fait actuellement. Je suis trop content que cette série existe, quoi. Mais en fait, il faut se dire que quasiment dans toute la série, tout est plausible. Ah, bah voilà, tu vois, Argolido, vous confondez réalisme et plausibilité. Ha 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 ha. Ah oui, c'est Entre les murs qu'il a pas aimé. Oh là 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 là. Il a pas aimé Entre les murs et il a aimé Un métier sérieux. Hein. Quelle merde. Genre, je suis désolé, hein, mais ça, c'est vraiment... Pour le coup, moi, je suis pas du côté à juger tous les gens selon leur goût. Mais quand même, à partir de ce moment-là, à partir du moment où t'as pas aimé Entre les murs et où t'as aimé Un métier sérieux, pour moi, c'est que t'es une merde. Vraiment. Ils ont installé ce qu'on appelle un IMSI Catcher. Un IMSI Catcher, donc c'est une boîte qui vient simuler une antenne, qui utilise une vulnérabilité dans le, si je ne me trompe pas, dans le protocole 2G. Ça peut paraître très vieux, mais en réalité, la plupart des antennes de nos téléphones, etc., fonctionnent sur ce réseau. Donc si tu arrives à brouiller les réseaux plus modernes, tu peux te forcer en gros tous les appareils dans un certain rayon à rétrograder leur protocole de communication et donc à utiliser la vulnérabilité du réseau 2G. Donc c'est quoi le problème avec Un métier sérieux? C'est que globalement, t'as une prof qui... Je peux spoiler un peu, on s'en branle, hein, c'est un film de merde. Moi j'ai trouvé que c'était un très mauvais film perso, autant plastiquement qu'au niveau du message. Au niveau du message, t'as une prof qui frappe un de ses élèves. Finalement elle s'en sort, l'élève est viré et il part dans un autre lycée. Et à la rentrée d'après, tous les profs reviennent, etc. comme si de rien n'était. Et la musique elle est joyeuse, comme si c'était trop bien. Voilà, c'est un peu un résumé sale, hein, on va dire, de tout ça. Donc bon. Donc ça parle juste de... Oui, c'est ça de toute façon. Hein. C'est pour ça que c'est une très bonne série d'ailleurs, c'est qu'elle évolue très très bien. typiquement, et donc à utiliser la vulnérabilité du réseau 2G. Donc typiquement, c'est utilisé pour intercepter les communications, des SMS, des choses comme ça. Eux, ce qu'ils essaient de faire là, c'est de récupérer un accès au compte bancaire du milliardaire, du grand méchant. Pour ça, Basé. dans une scène de 5 minutes extrêmement angoissante, ils combinent énormément de techniques de hacking plausibles en les enchaînant. Avant cette scène-là, on apprend qu'ils ont eu un accès au réseau de la banque qui utilise des cartes de sécurité, ce qui est beaucoup le cas dans plein de services sensibles où il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas d'authentification, il y a vraiment... Il n'y a rien de plus. De toute façon, les gens, voilà, petit tips en sécurité, le meilleur moyen de garder votre mot de passe, c'est de le noter sur un carnet. C'est quand même le truc. Mais c'est pas safe pour autant. C'est quand même pas du tout safe. C'est-à-dire que au bout d'un moment, si vous perdez votre carnet, ben quelqu'un a tous vos mots de passe. Donc bon. C'est pour ça que le meilleur moyen, c'est de noter sur un bout de papier votre mot de passe ou de le retenir, carrément, et d'avoir un gestionnaire de mots de passe qui est ouvrable grâce à un mot de passe. Mais si quelqu'un a les deux, compliqué. Enfin voilà, globalement, moi, je suis pas expert en sécurité, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et en tout cas, la take de utiliser le même mot de passe partout, bon, bah, évidemment, il faut pas le faire, même s'il est très sécurisé. Un objet, donc une carte qui permet d'authentifier. Donc tout ça n'est Moi, je mange le papier après. possible que parce que... Et au moins, tu le retiens. Plutôt, ils ont réussi une intrusion physique dans le système de la banque, si je me trompe pas. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont combiner deux choses en même temps. Donc l'IMSI Catcher,
qui est actuellement en train de récupérer un maximum de données sur tous les téléphones présents à cet endroit-là. Les accès qu'ils ont à la base de données de la banque, où à l'intérieur il y a une base de données avec tous les téléphones hachés. Plus de la double authentification, tout à fait. Bah, globalement, c'est ça le truc, c'est que si vous avez un mélange de physique, parce que mine de rien, votre portable il est physique aussi, un mélange de physique et de virtuel, très bien. Très très bien. Merci beaucoup Red Gato qui a offert un sub. En plus, c'est Oculus qui est souvent là, donc c'est trop bien. C'est vrai, autant donnez tous vos mots de passe à Lucie. C'est quoi vos mots de passe, les gens? Ne les donnez pas vraiment. C'est évitez de me les donner. Mais c'est quoi vos mots de passe, tiens? Mais évitez de les donner quand même. mais oui, moi j'étais beaucoup dans la tech, garder tout le temps le même mot de passe, j'ai changé depuis, heureusement. Heureusement. Mais voilà. Voilà. Tac, je regarde un peu, pardon, j'ai des petits messages qui arrivent. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Et oui, n'hésitez pas à faire des petits dons, les gens, à faire des petits bits, des petits trucs quand même. Hein, voilà. GM 2027, ça c'est un bon mot de passe. Monsieur Paf le meilleur. Ah bah au moins tu t'en souviens quoi. Et là, ils vont utiliser à la fois la Bitdefender, Password Manager, quel poulet. Oui, voilà, ce genre de truc. Faut faire attention, mais voilà. la hackeuse qui est présente sur place avec Arcolito. le catcher et Elliot en parallèle qui va faire un phishing sur l'ensemble des employés de la société de télécom pour pouvoir faire correspondre le numéro IMSI et le numéro réel pour à la fin trouver la bonne ligne dans le truc de la banque. Enfin bref, je me rappelle plus de chaque micro-étape, mais là c'est ce qu'on voit à chaque fois sur les écrans avec des outils plausibles qui sont vraiment utilisés. Il a fait une campagne de phishing sur donc, les employés de la société de télécom. Et après, encore une fois, ça, ce genre de truc de vraisemblance, etc., ça appuie une esthétique aussi de ça pourrait se passer, etc. Et ça appuie aussi un truc, oui, putain, Argolido qui ne connaît pas les gens qui sont imberbes. Mais ah oui, non, mais bien sûr, mais moi non plus, hein, Laurentin, je fais semblant pour la vidéo. Mais ça appuie aussi une esthétique, de toute manière. La plausibilité appuie une esthétique de réalisme. Genre, il y a plein de trucs qui se passent dans des films qui en soi ne sont pas réalistes, mais qui sont dans une certaine esthétique qui paraît réaliste aussi, quoi, globalement. Genre le truc de votre honneur, genre de se lever en mode votre honneur, objection, etc. Ça n'arrive pas en réalité. Donc, mais c'est dans l'esthétisation du tribunal. C'est ça en fait. Oui, c'est très bien Mister Robot si on est une bien en technologie, justement parce que ça, voilà, vous n'avez pas à tout comprendre de ce qui se passe, mais déjà c'est expliqué. Et donc voilà, vous n'avez pas non plus à comprendre l'explication, mais il y a quand même de la comment dire, il y a quand même de la tension en fait, et c'est un peu ça le cœur de la chose, quoi. C'est qu'il y a quand même de la tension, il y a quand même des messages aussi sur l'utilisation de la technologie aujourd'hui, puisque c'est quand même ultra important dedans. Donc bon, toujours dans le hacking, hacker de Michael Mann, il paraît que c'est un peu fake, mais la sensation de réalisme est réelle. Bah oui, voilà, c'est ça. Niveau hacking en BTS, c'était pendant le confinement, on avait un prof d'info qu'on détestait tous, il a eu le malheur de montrer son adresse IP lors d'un cours en visio, autant dire que j'ai vite coupé sa connexion internet. Rappelle, dans la tech c'est très rare quand c'est compliqué, la série explique bien les concepts, du coup, vous inquiétez pas. Bah oui, c'est ça. Et globalement, d'ailleurs, en plus, moi je me souviens des premiers trucs où le perso doit intervenir, j'ai oublié son nom, mais où le perso doit intervenir, c'est en fait, il va physiquement à un endroit, il branche son PC, il lance un truc, et puis c'est bon. Genre vraiment c'est ça quoi. Globalement il y a ce truc où mais c'est un peu comme dans beaucoup de métiers, c'est que il y a des trucs que les gens ne savent pas faire et les gens qui savent le faire, pour eux c'est très simple et c'est 3 clics ou 3 coups de manivelle et puis basta. Mais c'est tout quoi. C'est tout. Ça vaut le coup de reprendre depuis le début. Oh ça va hein, ça vaut le coup quand même. Hein. Ça va. C'est assez court en plus je crois, enfin c'est pas très long on va dire. Ce qui justement donne beaucoup de crédit à cette scène parce qu'on comprend qu'il y a une part d'aléatoire dans le sens où ils ont besoin d'humains à un moment. Ils ont à la fois fait de l'intrusion physique, ils utilisent des moyens techniques, donc de la vulnérabilité, etc., l'IMSI Catcher, mais ça suffit pas. Et en fait... Jérémy, j'ai vu la tristesse de la Belladonna, j'ai beaucoup aimé.
Et ça correspond vraiment à la réalité où très souvent, à un moment dans la chaîne, on a besoin d'une erreur humaine, on a besoin de qu'il y ait quelqu'un qui clique sur le mauvais truc, quoi. Et c'est ça qui rend beaucoup de scènes de hacking, comme on a vu avant, peu crédibles. C'est que le côté je vais accéder au département de défense américain ou à ton compte Facebook comme ça, là, en fermant les yeux et en tapant frénétiquement sur mon clavier, c'est ça qui rend le truc vraiment pas crédible. Très souvent, il y a soit que de l'erreur humaine en réalité dans la plupart des intrusions. Oui. Globalement, c'est utiliser de la négligence, mais ça, c'est comme dans tous les films d'espionnage, etc. C'est de se dire, faut utiliser la négligence humaine et le côté un peu branlos, etc. Qui est de se dire, Star Wars, par exemple, on utilise la négligence du fait qu'il y a un endroit qui est un peu mal fait, tout ça, et ça permet d'engendrer tout le plot avec l'étoile noire, tout ça. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est expliqué dans Rogue One, c'est pourquoi il y a un problème à ce niveau-là. Et on utilise tout le temps la négligence humaine, le côté... Enfin, typiquement, c'est les films... c'est les films d'espionnage où, typiquement, les Oceans, tout ça... Enfin, attendez, il faut que je mette quand même... Je mets la scène, hein, mythique, où... Ocean's 12... Laserdance, voilà. La plus grande scène de l'histoire du cinéma, c'est de se dire que... là, ce gars, il peut... Enfin, techniquement, ça a pas de sens. Ça a aucun sens quand même, hein. Y ait des lasers qui bougent pour machin. Moi, je serais le mec, je ferais des lasers qui, en fait, iraient tout du long, et puis basta. Ça a pas de sens, en fait, qu'il y ait des lasers qui dansent et qui, comme par hasard, par endroit, tu puisses passer avec un corps humain. Ce genre de scène-là, ça a aucun sens, techniquement. Et surtout, comment ça marche et tout, enfin, c'est nul, quoi, globalement. Quand je fais du stalking ou du hacking non ciblé, c'est 85% du temps des oublis d'infos ou des négligences qui me permettent de jouer. Bah oui, voilà, c'est comme ce qui expliquait d'ailleurs... c'était qui, pardon? Ah, putain, j'ai perdu. Voilà, ce qui expliquait Stratry, c'est de se dire que c'est quelqu'un, en fait, qui montre son IP sans faire exprès, quoi, globalement. C'est mieux dans Sonic 3. Oui, dans Sonic 3, c'est incroyable. Et, mais il y a ce côté où là... Bon bah t'as une esthétique précise quoi. Et en plus tu as une super musique. T'es à la menthe. Et mais t'as ce truc où ça n'a pas de sens. C'est juste pour faire une scène jolie. Et en plus les lasers ils sont rajoutés en post-prod quoi probablement. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que ce genre de truc existe etc. quoi. Globalement. Réalistiquement ça n'existe pas ce truc avec des lasers et tout ça. Vraiment. Donc bon, c'est juste pour faire une scène jolie. Mais voilà. Soit il y a un mélange. Il fait cette campagne de phishing. Mais c'est basé, ce genre de scène, en plus dans Oceans, dans tous les Oceans, les scènes de casse, etc., c'est basé tout le temps sur de la négligence, quoi. Qui lui permet de récupérer plein d'identifiants mots de passe de plein d'employés, et après il les tente un par un. Et il y en a plein qui ne marchent pas. Puisque... Super Argo, qui a vraiment la boussole qui indique le sud par endroit. Hein. Il y a beaucoup d'employés qui ne réutilisent pas leur mot de passe. Et il finit par en trouver un qui réutilise son mot de passe. Pareil, c'est extrêmement crédible, qu'il y en ait au moins un sur le nombre. Et qui va lui permettre d'accéder... Oui, non mais Red, ça devait être génial, hein, vraiment. Justement à l'antenne. Je peux juste vous dire que c'est pensé, que c'est réfléchi, et que le scénario dans l'ensemble est parfaitement crédible, quoi. Ah. Nosedive, c'est lequel? Got you a smoothie. Ah oui. Got one for everyone, actually. Still a bunch of them for grabs. Ah oui, putain, c'est cet épisode-là. Alors, oui, c'est l'épisode, du coup, où les gens se notent. Et où, en fait, du coup, lui, il a une note de merde, alors que les autres... alors que, notamment, le personnage principal a une très bonne note, et où elle veut aller dans des endroits où les gens ont tous des très bonnes notes, etc. Voilà, c'est de la Chine, tout ça. Rappel, d'ailleurs, d'un truc tout con. Si vous prenez un Uber... Merci, l'élite TV. Mais si vous prenez un Uber... ou que vous prenez un Uber Eats, tout ça, mettez 5 étoiles. Sauf si la personne vraiment est nulle, etc. Mettez 5 étoiles. Parce que, en fait, les notes sur Uber, vous êtes considéré comme avoir une mauvaise note si vous êtes à moins de 4,5. Ça veut dire que si vous mettez un 4, ça fait descendre la note. Et donc, c'est pas bien. Donc, ça veut dire, sauf voilà, si la personne a été très désagréable, etc. Mais globalement, vous allez peut-être prendre un Uber un jour dans votre vie et vous dire, ah, bah celui-là était meilleur que celui-ci, que celui que je viens de prendre, donc je vais mettre 4. Sauf que non, ça n'a pas de sens. Donc bon. Et globalement, voilà. On en revient d'ailleurs à Letterboxd.
C'est que voilà, les 3, parce que là c'est des notes sur 5, je crois. Je note rien nulle part perso. Bah, globalement, les livreurs Uber, tout ça, moi je note toujours, je mets un petit pourboire, tout ça. Merci l'Elite TV pour le Prime, merci beaucoup. N'hésitez pas à lâcher vos petits Prime, vos petits subs, tout ça. Moi je mets tout le temps 5 et petit pourboire, généralement 15%. Et voilà, là ce soir je pense que je vais commander un petit truc. Mais généralement, je mets tout le temps 5 et petit pourboire, quoi. C'est quoi le débat sur Letterboxd? Il y aura probablement une rediff sur notre chaîne YouTube. Tac, je mets le YouTube, je pense la sortir d'ici demain. Mais en gros, c'est un débat sur le fait de est-ce qu'il faut le côté performatif de Letterboxd et le côté ah moi j'ai maté 200 films dans l'année, ah moi j'en ai maté 300, tout ça. Bon, voilà. En fait, mais pourquoi le système de notes est autant fucké? Parce qu'il y a une concurrence atroce en fait sur le système d'Uber et sur le système d'Uber Eats à cause notamment du capitalisme. Donc voilà. Et oui, c'est à cause du capitalisme, comme dit Argoido. Mais bref. C'est l'épisode qui m'a le plus traumatisé, je pense. C'est un épisode, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui extrapole, comme souvent Black Mirror le fait, le concept de note sociale. Et le fait que on pourrait... C'est un concept utilisé en Chine hein, d'ailleurs. Comme on... Revoir l'histoire de Suleiman. Tout à fait. L'histoire de Suleiman où t'as... Attends. Oui, je suis d'accord avec ce tweet, je l'avais vu ce matin. Je l'avais vu ce matin. Très très bon tweet. Très très bon tweet. Parce que effectivement, si vous regardez que des films, bon, c'est un peu compliqué. Mais si vous en regardez aucun et que vous êtes... Je trouve qu'il y a une partie de la gauche, par exemple, où en vrai, il y a des gens, ils ne regardent pas de films et ils disent moi, c'est pas pour moi, etc. Je me dis, bah, vous êtes un peu coupé du monde quand même. C'est un art très populaire, c'est une forme d'art très populaire. Mais Barber qui mentionne l'histoire de Suleiman, il y a ce côté-là où vous allez livrer un truc, il y aura un peu d'eau parce que la personne, il pleuvait dehors, tout ça. Bon, bah, chaud quoi. Enfin, et la personne en face va vous dire, ah bah non, je l'accepte pas, etc. parce qu'il y a de l'eau qui s'est mouillée un petit peu. C'est de la merde. Voilà. N'oublions pas que Sens Critique est supérieur à Letterboxd. Alors, Sens Critique. Ah bah super. Je suis sur les deux, hein. Personnellement, j'ai autant un Sens Critique qu'un Letterboxd. Haha. Pour vous, il y a un problème à regarder trop de films. Il y a un problème de regarder que des films. Après, regarder trop de films, pour moi, ça n'arrive pas. C'est, voilà. Il n'y a pas trop de films qu'on a vus. Après, il y a peut-être un problème de boulimie et de se dire, j'ai regardé 5 films dans la journée pendant un an. Ça c'est chaud. Après, se lancer dans des marathons, enfin on en parle souvent sur cette chaîne, mais se lancer dans des marathons, de se dire tiens là j'ai une période de chômage, j'ai une période un peu plus cool, tout ça, je vais regarder des films, ça très bien, nickel, comme vous voulez. Mais il y a ce côté où regarder 5 films par jour, tous différents, etc. Compliqué. C'est l'inverse, Argoido. C'est l'inverse. Et mais globalement, genre lire, mater d'autres trucs, genre séries animées. Oui, voilà, jouer à des jeux vidéo, aller dehors, quoi, globalement. Vivre, putain, vie. Monte un phoque, enfin, voilà. Mais globalement, être dans une période de chômage et se dire, je vais mater plein de films, tout ça, très bien. Après, il y a aussi ce côté où c'est un luxe qui est inaccessible pour beaucoup, quoi. Et on rappelle les gens, pas refaire tout le débat, mais... Globalement, les gens, de manière générale, regardent 3 films par an au cinéma. C'est la moyenne, hein, parce qu'il y a 180 millions d'entrées. On est peut-être 60 millions si on enlève les enfants qui sont pas en âge d'aller au cinéma. Bon, voilà, quoi. Je me tente un film par jour cette année. C'est un challenge qui est très bon, hein. Moi j'essaye un maximum de le faire, hein. Là je l'ai pas pu le faire cette année, ni l'année dernière, ni l'année d'avant parce que j'étais trop dans le grind. Mais là j'essaye de le faire cette année, de au moins un film par jour. Pour l'instant ça va, je suis à 5-6 films, je sais plus. Mais voilà. Mais choisissez bien, il y a aussi ça, oui, c'est vrai. Le mec de Tales from the Click fait ça, c'est-à-dire mater un film par an. Ça c'est très... mater un film par an. Mater un film par jour, ça se fait, hein. Ça se fait, franchement. Hein. Moi, je trouve que ça se fait. C'est la limite très acceptable. Moi, quand je regarde plus de 2 films par semaine, ça commence à me saouler. Je deviens trop exigeant. Dès que je vois une scène que j'ai l'impression d'avoir déjà vue, je coupe. Ah, bah ça... Après, c'est vrai qu'il y a ce côté où, si tu regardes un film par jour, tu vas parfois te forcer à regarder des films. Bon, ça, c'est pas terrible. Faut être honnête. Notre chauffeur Uber ou un restaurant, que Voilà. globalement ça se mettrait à contaminer toutes les zones de la vie et que socialement on soit en train de constamment noter les gens, même nos amis, nos proches. C'est vrai, ça, attendez, il faut que...
J'ai fait en 2020 un film par an, depuis je regarde environ 100-150 films minimum par an. Moi c'est ça à peu près, je crois, c'est que je suis dans les 100, 150. Là je pense que j'ai avoisiné les 200 cette année, je pense que ça va être dans l'ordre des 300 là, donc voilà. Parfois je regarde rien, parfois j'ai des semaines à 3 par jour. Oui voilà, ça peut être aussi par phase quoi, c'est voilà. Notez ses amis, la meilleure idée. Moi attendez, je veux faire un poll d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'en ai pas fait. Combien de films par semaine? Combien de films par semaine vous regardez? 0 à 1, on va dire. 2 à 4. 5 à 6. Je pense que comme ça, c'est bien. 7 à 9. Plus 10. 10 et plus. Voilà. Je pense que c'est une bonne... un bon truc. Et moi, je me mettrais à... Bah, en ce moment, c'est à 7, entre 7 et 9, globalement, par semaine. Donc voilà. Vous parliez des films, excusez-moi. Non, des films en totalité. Y compris des films qu'on rattrape, etc. Moi, c'est totalement chaotique. J'ai des phases de boulimie délirante et parfois la diète totale, voilà, régalité tranquille. Let's go, y a pas de règle. Oui, voilà, mais si on devait faire une moyenne, moi, je pense que je suis à 7-9 à peu près. Après, récemment, j'étais plus à 5-6, peut-être. Mais ouais, je dirais que je suis à 7-9, globalement. Je suis à 4 films en 4 jours, mais je pense pas que ça va durer. Moi là, je suis à 6 films pour l'instant. Donc ça va. Est-ce que vous re-regardez les films déjà vus? Généralement, non. Moi, je le fais pas beaucoup. Tu vas combien de fois au cinéma par semaine? Au moins 2, à peu près. Ouais, je dirais au moins 2. Ouais, généralement 2 même. Généralement 2, plutôt dans ce sens-là. Globalement, vous en matez soit 0 ou 1 par semaine, soit entre 2 et 4. Ouais, globalement, c'est équilibré, hein. Moi, revoir les films, j'aimerais bien, mais en fait, je préfère découvrir des films qu'en voir. Donc voilà. Globalement, vous en regardez du coup entre 0 et 4, quoi. 80% du chat, on regarde entre 0 et 4. Ah, c'est très bien, hein, franchement. C'est très bien. Il y a une petite partie qui en regarde plus de 10. Et une petite partie qui en regarde entre 7 et 9. Très peu qui en regarde un peu moins d'un par jour. C'est marrant, ça. Moi, je me regarde les meilleurs en les montrant en watch party. Moi, c'est ça, c'est que, en fait, j'aimerais bien revoir des films, mais j'aimerais bien les revoir avec quelqu'un d'autre. C'est ça le truc. Le problème, c'est que je suis tout seul. Mais tellement dur d'aller au cinéma avec le boulot, je m'endors obligatoirement. Oui, il y a ça aussi. C'est pour ça que c'est un luxe, quand même, le cinéma. À ce côté-là, quoi. Quand ça ressort au cinéma pour l'expérience, sinon c'est Vogue Discord. Oui, voilà, moi, je les re-regarde dans ce contexte-là, d'ailleurs. Mais pardon, notez les gens. Est-ce que vous notez vos potes? Combien vous noteriez vos potes? Noter les gens, même nos amis, nos proches, et qu'il y a une sorte de système unifié qui derrière te donne accès à plus ou moins d'accès à l'éducation. T'as bien des films que tu... Non, je revois pas régulièrement, moi, les films. Moi, je revois des scènes, parfois, où je me dis ça c'est sympa, etc. Je revois une scène, mais j'ai pas de film doudou que je revois. Généralement. J'ai pas ça en fait. Vraiment pas, enfin. J'essaie de réfléchir, mais non, je peux avoir des phases boulimiques où je vais revoir, mais généralement en fait je vais scroller dans le film et je vais pas regarder les passages qui m'intéressent pas. Mais c'est tout quoi. Il y a un peu de ça et il y a un peu ce côté où je vais me dire bon ce film là je vais pas le regarder. Ou alors je vais le revoir, mais je vais juste revoir la scène qui me marque. Genre, je revois parfois la scène finale de Whiplash. Revoir des films, c'est aussi une expérience intéressante quand tu vas changer. Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que généralement, quand je revois des films, c'est après beaucoup de temps et après avoir ruminé. Genre là, typiquement, j'aimerais bien revoir. Bon, pour être dans la take de François Truffaut, j'aimerais bien revoir La règle du jeu. Parce que François Truffaut, il disait c'est un film qu'il faut revoir tout le temps, à plusieurs âges, à plusieurs stades de sa vie pour le comprendre différemment. Et je pense que j'aimerais bien le revoir. Parce qu'en plus, il y a du temps qui est passé, mais j'aimerais bien revoir ce genre de film-là, quoi. Les films que j'aime bien revoir, c'est quand il y a une nouvelle version disponible. Ponce of Snyder. Oui, il y a aussi de ça, ouais, c'est vrai. Je regardais 2 films par jour pendant 1 an, mais j'ai rien digéré. Résultat, je me souviens de pas grand chose. Faut que je remette tout. Ouais, il y a un peu de ça aussi. C'est ce côté boulimique là. Bon. Oh, Ruido. C'est un truc que tout le monde faisait déjà. Enfin, au collège, on disait déjà des trucs. Cette pote, c'est. Ah oui, ça c'est sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le fait de noter ses potes. Ah, bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Mais oui, c'est vrai qu'il y a ce côté, il y a ce côté aussi risque, c'est vrai, parce que moi récemment, merci Gauthier pour le follow, mais il y a récemment, j'ai eu une double expérience, c'est-à-dire que j'ai revu Le Bossu de Notre-Dame de Disney, avec, à l'époque c'était ma copine, mais du coup c'est mon ex, et j'avais un gros souvenir en mode c'était trop bien, c'était génial, tout ça, et je l'ai revu et je me dis, ah, c'est pas terrible, hein, vraiment c'est pas génial, la VF est super, mais je sais pas, il y a un truc, j'aime pas trop le style graphique, il y a des plans un peu jolis, mais je trouve ça très inégal finalement, voilà. Et après j'ai revu La Planète au Trésor, et moi j'en ai des souvenirs en mode il est très bien, et je me suis dit putain, en fait c'est génial, genre vraiment c'est trop bien La Planète au Trésor, genre, et du coup en fait pendant longtemps Le Bossu de Notre-Dame c'était mon Disney préféré, et maintenant c'est ah bah le film n'aime pas les gitans de toute façon, Argoliso, c'est un peu ça. Mais maintenant mon Disney préféré je pense c'est La Planète au Trésor, quoi. Mais ceux qui regardent un film par jour, vous avez le temps pour faire autre chose, genre j'y vais lire ou faire le sport. Bah moi typiquement l'année où j'ai pas beaucoup maté de films, c'est parce que j'étais en prépa marathon, et du coup j'avais pas le temps. En fait j'avais un taf qui me prenait tout mon temps. En fait c'est simple, hein. Je me levais à 8h, je me préparais, je mettais une petite heure, je partais à 9h, j'arrivais au taf à 10h, jusqu'à 19h j'étais au taf, et ensuite je rentre chez moi, donc je mets 1 heure pour revenir, 20h. Je me couche, du coup vu que je me lève à 8h, je me couche à minuit. Il faut que je fasse mon sport, donc j'arrive chez moi, instant je me prépare, je vais faire mon sport une petite heure. Ensuite je bouffe pendant une petite heure, et après je me prépare, etc. Parce que je devais beaucoup bouffer, en plus j'étais en prise de masse. Et après je prends mes douches, je me prépare pour la suite, tout ça. Je me repose un petit peu du sport. Et après, bah, résultat, il me reste 1 heure. Et la majorité des films fait un peu moins de 2 heures. C'est compliqué, quoi, de regarder un film dans ce contexte-là. Donc bon. À la limite, je pouvais mater une série. À l'époque, je matais un peu des séries par endroit. Mais ouais. La cheat code, en vrai, le cheat code que j'aurais dû utiliser, c'est de mater des films en plusieurs fois. Genre, mais ça pareil. Je sais pas, est-ce que c'est une pratique pour certains d'entre vous de mater des films en mode je mate les 30 premières minutes et après je fais une pause et je mate le lendemain? Est-ce qu'il y en a qui font ça? Moi je sais que j'étais très réfractaire. Là je commence un petit peu à l'intégrer dans ma routine. Je ne fais jamais le truc de mettre des films en x2 et les accélérer. J'ai fait une fois vite fait d'accélérer la fin d'un film, des trucs du genre. Oui. Ah putain, vous faites beaucoup. Ah ouais. Je m'attendais pas. Pour moi c'est un truc... Ça me ferait trop chier de faire comme ça. Non, parce que je me souviens de rien. Oui, c'est... Ah ouais, putain, vous le faites beaucoup, ça. Putain. Que pour les films longs. Je coupe souvent en 2 les films. Ah ouais. C'est 2 films sur 2 écrans en même temps, en 15 minutes, en x2. 15 minutes de film, puis résumé Wikipédia. Non, jamais de la vie. Ah, attendez, parce que là, c'est intéressant. Vous semblez très divisé. Matez les films en plusieurs fois. Oui, non, jamais essayé. Votez au sondage. Moi, du coup, je commence à l'intégrer, donc je vais mettre oui. Je commence vite fait. Typiquement, bah, c'est le live dernier où j'avais dit bah, j'ai maté les 30 premières minutes de Dead Island. On a fait le live et après, j'ai maté la fin. Parce que sinon, ça aurait été un peu trop chiant et j'aurais un peu trop perdu du temps. Truc de Mizumu, sauf que t'es un vrai tap. Bah, après. Je regarde souvent avec du monde un début de film, puis je regarde la fin après. Ouais, il y a de ça aussi, c'est vrai. Le seul film que j'ai accéléré, c'était All Inclusive. Oui, là, si c'est des mauvais films et que vraiment tu te fais chier, bon, voilà. J'essaie de mater un film tous les soirs, mais je m'endors souvent et je mate la fin le lendemain. Oui, voilà, il y a aussi de ça. Ah, mais du coup, vous êtes beaucoup à... Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Oui, bah Napoléon, c'est sûr, c'est sur 2 jours, puis même il y a des entractes, ça c'est sûr. Je compte pas le concept d'entracte ou le concept de film en plusieurs parties. Tranquil Lanke, je sais plus, qui est en 2 parties. The Brutalist, il y a un entracte aussi. Bon, voilà. Plus de 3 heures, il me faut une pause. Accélérer un film, par contre, Ah, ça, par contre, ouais, voilà. Vrai sondage aussi. Est-ce que vous avez déjà accéléré un film? Slash Paul. Accélérer un film. Alors, il faudrait que Jamais de la vie. Parfois en 1.2 / la fin en x2. Ah, attends. Faut que...
slash fin en x2. Parfois en x2. Voilà, je mets un peu tout. Souvent en x2. Je mate que en x2. Moi, ça, je suis curieux. Ça, je suis curieux en vrai aussi. Grave, ou alors je zappe des scènes. Ah ouais! Ah ouais! Mais du coup, alors moi, c'est parfois je mate en 1.2, mais c'est très rare, hein, c'est très très rare. Ou alors la fin, je zappe un petit peu dedans. Ça peut m'arriver. Mais il y a ce truc où... Ah, quand même. Vous êtes en mode jamais de la vie. C'est pas que ça me rassure. Parce que en soi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vraiment. Mais je me dis, quand même, c'est la limite un peu. Des fois, je skip de 10 secondes en VLC, mais jamais... Parfois, je reviens en arrière quand j'ai pas compris une phrase. Ça peut m'arriver. Ça, c'est... J'ai l'impression que c'est normal. Mais attends, c'est quelqu'un qui disait... Anecdote, Landsman a interdit que ses films soient chapitrés en DVD pour lui. Pour lui, il faut mater le plus possible sans découper. Ah bah super. Alors qu'il a sorti Shoah qui dure 9 heures. Genre, vraiment. J'ai maté tout Game of Thrones comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Je mate que en x2. Il y a quand même des gens qui ont mate que en x2. Hein. Ça me surprend, ça, quand même. À la limite, pourquoi pas la fin, parce que ça traîne en longueur, mais je sais pas, le film en x2, des scènes perdent de leur intention. Oui, c'est ça. Moi, YouTube, par contre, je mets tout en... J'essaie le plus possible de mettre en x2, parfois j'oublie. Ou en x1.5. 1.5 quand même. Je me respecte. Je respecte un minimum la vidéo. Oui, c'est pour des films qui saoulent, hein, ça c'est sûr. C'est pour des films qui saoulent, ou alors, moi, c'était un épisode de série où vraiment c'était The Wire, donc ça durait 1 heure. Et du coup, je voyais en fait mon train, je devais prendre un train dans 50 minutes. Du coup, j'ai fait rapidement un calcul, je me suis dit, ok, je mets en 1.2, parce que c'est pas possible en fait. x2, vous êtes des malades. Bah, x2, moi je trouve c'est rapide, hein, vraiment. YouTube, c'est 1.75. Ah ouais, on a tous des tweets différents. Moi, je suis 1.5. 1.5, 1.25, ça dépend. x2, c'est quand même... Moi, je suis pas en mode manque de respect, ça je m'en fous, de cet aspect-là, de ce côté manque de respect. Mais je me dis, bah c'est un manque de temps pour soi-même, quoi. C'est un peu ça le truc. Et c'est un truc, j'ai l'impression quand même... T'en regardes des trailers en résumé. Non, mais c'est un truc où t'as quand même envie de voir à peu près les scènes. Et après, tu sais, de toute façon, ton cerveau l'interprète en mode... ça, je sais que c'est un peu plus long, tout ça. Mais il y a ce truc où... Enfin, je crois que c'était sur Cacherne que Brivan avait maté. Ah, j'ai pas mis en x2 The Wire, j'ai fait en 1.2. Ça va. Mais c'était Cacherne que Brivan avait regardé où en fait il avait passé un très mauvais moment et du coup sur la fin il était en x3. Genre, vraiment. Mais oui, moi le respect, j'ai pas de base donc je m'en fous. Hein. C'est voilà. Sinon le son coupe. C'est pour la fin d'un animé. Ah ouais. Ah ouais, x4 c'est quand même... Ah ouais, c'est quand même juste... Allez, va vite. Autant traîner sa souris dedans, quoi. Il y a un peu ce côté-là, quoi. L'œuvre appartient aux spectateurs, aux œuvres du respect. Oui, moi je m'en fous de cette question-là de respect. Ah, c'est plus un respect envers soi-même, tu vois. Il y a ce côté... Ah putain, moi c'est vrai, j'ai envie de faire que des sondages, en fait. Tac, attendez. Comment... Voilà, j'ai envie... Que mater... Du film avant. Tout ce qui est possible. La bande-annonce. Le poster. Rien et... Attends. Je me laisse surprendre. Rien, je me laisse surprendre. Ah putain. En fait, voilà. Qu'est-ce que... Comment dire? Qu'est-ce que vous matez d'un film attends, tout entre parenthèses, extrait, BA, la bande-annonce. Ouais, c'est bien comme ça. Hein. Voilà. Quand vous allez voir un film au cinéma, ou que vous regardez un film comme ça qu'on vous a conseillé, est-ce que vous le lancez en ayant maté 2-3 trucs avant? Ou est-ce que vous regardez quelques petits trucs comme ça? Ou est-ce que... voilà. Moi, généralement, c'est le poster qui peut me vendre le film. Le poster et le pitch. C'est vrai que voilà, j'aurais dû mettre le pitch aussi. Mais c'est le poster et le pitch qui peuvent me vendre un tweet. Un film. Un film.
Et généralement, j'essaye d'éviter les bandes annonces. Et d'éviter de mater les bandes annonces. Quand elles sont au ciné, voilà, j'ai pas le choix. Comme dit Papy Coco. C'est que je suis en mode, bon, j'ai pas le choix de regarder, cette bande annonce. Le réalisateur. Oui, voilà. Et du coup, tu t'y vas. Je me laisse surprendre un peu. Attends. J'y pense maintenant, mais hier j'étais en vocal et on m'a dit ah oui, Paf, je vais souvent ce TikTok passer. Oh, trop bien. Trop bien. Généralement, il me suffit de voir quelqu'un qui dit j'aime bien pour que j'aille le voir. Oui. Bah, tu cliques sur je me laisse surprendre, hein, Golido. Poster synopsis, les BA ça spoil trop. Oui, je suis d'accord. Souvent, je suis comme ça. Parfois, après, je peux découvrir un film par sa bande-annonce, ça c'est sûr. Mais oui. Je me laisse surprendre. Ah bah, comme quoi, vous êtes beaucoup à vous laisser surprendre, ou alors c'est le poster. Donc, pas grand-chose, on va dire. Bon, ouais, c'est allumé. Je me bouche les oreilles aussi. Oui, moi, il y a des films où je regarde pas exprès. Genre, notamment, je sais que Mickey 17, la bande-annonce spoil beaucoup, apparemment. Merci Cindy Poppers. Merci beaucoup pour le sub. Merci énormément. N'hésitez pas, les gens, un petit sub, des petits beats, tout ça. Ça fait aussi pas mal vivre la chaîne. Et ça nous permet de faire du contenu plus travaillé. Là, actuellement, on est en React tranquille. Mais. D'ailleurs, je voulais commenter vos shorts sur YouTube pour le référencement. Il est impossible de commenter. Ah, trop bizarre. Trop bizarre. Merci Cindy Poppers et bonne soirée à toi. Je regarde les BA au cinéma avant le film. Oui, je suis un peu comme ça aussi. Moi, il y a des bandes annonces qui me vendent le film quand je suis au cinéma, ça c'est sûr. Mais oui. Les bandes annonces en français plus pubs d'entreprise province. Ah oui, les pubs d'entreprise en province, ça, oh là là. Ah, moi, quand j'étais à Aubagne, il y avait un carton, en fait, où il y avait genre 12 publicités. Pas en même temps, hein. Mais en fait, c'était 12 publicités où en fait, ça va zoomer sur un truc et ça va faire une petite animation, tout ça. C'est tout. Et avec la même musique qui passait en fond tout du long. Et quand il y avait ce panneau qui était là avec les 12 pubs, on était là en mode oh putain, on en a pour un plomb. Vraiment. Et que des trucs comme ça, quoi. Même au ciné, je fais exprès d'arriver en retard. Bah, souvent, je fais ça. Après, il y a une fois où je suis arrivé en retard. Exprès pour pas avoir les publicités. C'était complet. Donc voilà. Je me dis que la plupart du temps, j'oublie au moment où je vois le film. Ouais, c'est ça. C'est vrai aussi. Moi, parfois, enfin, les bandes annonces, j'ai trop peur que ça spoil trop, que ça en révèle trop, quoi. Le pitch, je m'en fous à la limite. Mais ouais. C'est pareil chez mes grands-parents, je joue à tout en attendant à chaque fois. Oui, voilà, moi j'avais un petit jeu. Après, je l'ai désinstallé. Et je me dis, bon, soit je dors pendant les bandes annonces, soit je fais rien. Mais qui disait, si c'était pas Bong Joon-ho, je serais pas allé le voir parce que la bande annonce spoil trop. Même si paradoxalement, ça m'a donné un peu envie. Ouais, voilà. Et puis oui, à ce côté, les meilleures blagues sont souvent dans la bonne annonce pour les comédies. Donc bon. J'arrive après les pubs et les bandes annonces. Oui, voilà. Pareil. Mais c'est de plus en plus long, hein, j'ai l'impression. Moi, pendant longtemps, c'était genre 15 minutes. Et là, ça commence à devenir 20 minutes devant certains films. C'est un peu chaud, hein. Vraiment, hein. Je regarde Discord pendant les bandes annonces. Bah, après, moi, souvent, il n'y a pas de réseau dans les salles de cinéma, quoi. Un mauvais film parce qu'on l'a spoil est un mauvais film à la base. Oui, bien sûr. Après, quand c'est le seul intérêt du film, bon. Vous avez des courts-métrages avant vos séances? Bah, à part les Disney, non. À part les Disney, il n'y en a pas. Donc bon. Mais ouais. Mais bref. On continue vite fait cette vidéo. Très bonne. Bah, moi, j'aime bien ce moment où on discute de nos habitudes de consommation. Donc, parce que c'est de la consommation, on va être honnête. Bon, voilà. Salle de cinéma municipale, 0 pub. Ah, ça, c'est trop bien. Hein. Après, ça, c'est projection spéciale aussi. Projection en présence du réal ou avant-première. Parfois, c'est comme ça aussi. Après, bon, avant-première en présence du réalisateur ou des trucs du genre. T'as aussi ce truc où t'as le réal ou la réal qui parle pendant 15 minutes pour dire ah, merci à machin, merci à machin. Bon. J'ai demandé un film, pas un festival. Oh, ça va, Argo. Ça va. Mais bref, on continue cette vidéo sur le hacking. D'accès pied qui Alors, derrière. du coup, là, c'est sur le système de notation sur Uber et tout. Et du coup, dans l'épisode de Black Mirror, je crois que c'est le premier de la saison 3, il me semble. C'est le premier de la saison où c'est sur Netflix. Un accès notamment. à plus ou moins d'accès à l'éducation, d'accès à l'avion, aux moyens de transport, aux assurances. Et donc, c'est un épisode qui essaie de pousser le curseur à fond. Moi, ce que je trouve... Alors, attends. Est-ce que vous serez capable d'aller voir un film uniquement pour avoir l'extrait trailer d'un autre film? Non. En fait, j'ai suffisamment de
j'ai suffisamment de patience pour me dire ce sera sur Twitter après, quoi. Vraiment, moi, les scènes post-génériques de Sonic 3, j'ai regardé la première, et j'ai pas... Oui, c'est cet épisode-là. J'ai regardé la première scène post-générique parce qu'elle était juste après, d'accord. Celle d'après où il faut attendre tout le générique, j'étais en mode, ah c'est bon, je vais aller sur Twitter et regarder. Genre, voilà. Intéressant, c'est de comprendre déjà qu'est-ce qui fait que dans différentes cultures, dans différents pays, on développe ce genre de système ou pas. Je trouve ça aussi intéressant de se poser la question de est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes, parfois on est dans le paradoxal, on trouve ça extrêmement perturbant, extrêmement gênant, et en même temps, on ne voudrait absolument pas revenir à une époque où on n'a plus les notes sur Google Maps, par exemple. Bien se rajouter à la note sociale la techno. Après, il y a des fois des moments où il y a des notes sur Google Maps qui sont très bonnes pour un truc qui est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est les goûts et les couleurs, quoi. Des mois et des mois. Ah ouais. Osef les notes. Bah, Osef les notes et en même temps, tu vois un truc qui est noté 1 étoile, tu dis ah. Bon. Oui, c'est ça, HK, j'en avais parlé. Les notes sur Google Maps, c'est que vous pipez. Bah, oui, c'est sûr. C'est sûr. En plus, entre les avis négatifs supprimés, tout ça. Donc bon. Pas toujours Osef. Bah oui, c'est un peu ça en vrai. Mais en même temps, bon. On saurait s'adapter et faire sans. Bah oui, bah de toute façon, moi, en vrai, je vais rarement dans un... Enfin, quand je dois choisir un bar, en fait, je demande à mes potes, est-ce que vous avez une recommandation? Et basta. Genre vraiment. Voilà. Et globalement, ils me disent, moi, il y a un bar, il y a un café et tout, 20 dieux mal noté sur IGC. Bah oui, voilà, il y a aussi ça, quoi. C'est que bon... Voilà, quoi. Mon daron a été influenceur Google Maps pendant un moment de sa vie. Bah, putain. Après, potentiellement, il a plus de pouvoir que beaucoup d'influenceurs. Hein. Pour un Google d'un resto concurrent, c'est la base, c'est même bête de pas le faire. Bah oui, et puis même, en soi, même c'est pas un truc qui est inhérent à la technologie, quoi. C'est aussi ça, quoi. C'est aussi que c'est pas un truc qu'a inventé Google. C'est un truc où, de base, tu vas chez quelqu'un et... et tu vas faire un scandale. Je me souviens, il y avait un épisode de Ma Famille d'abord là-dessus où en fait il y a une concurrence entre 2 restos en face et où t'as quelqu'un qui vient et qui dit oh, il y a un rat par terre et en fait, et après il repart. Et voilà. Ah ouais, carrément, il a des hops en fait, ton daron. Vraiment. Technologie qui permet de la rendre omniprésente pour vraiment... Et en plus, il le mentionne pas. Évidemment, le mec qui a une note de merde est noir. c'est quand même aussi une partie du truc, c'est que tout le monde est très blanc dans cet épisode-là. Et ah oui, c'est ça. Oui, l'épisode de Malcolm avec le mec qui note les hôtels et qui note trop mal à chaque fois. Enfin, les auberges du coup, qui note trop mal et dès qu'il se fait casser la gueule, tout le monde autour adore, etc. Maximiser le côté oppressif. C'est limite ça qui est le plus futuriste en fait. C'est le fait que ils arrivent à condenser globalement un Apple Vision Pro dans des lentilles de contact et à faire en sorte que ce soit accessible financièrement à tout le monde. On n'est pas non plus à des années-lumière de ça. Aujourd'hui, il y a par exemple les lunettes de Meta qui sont sorties, qui ne sont pas en vente. Donc forcément, voilà, ils ont mis l'entièreté des technologies les plus abouties. Ils sont obligés, hein, de toute façon, parce que en fait, c'est des lunettes qui peuvent globalement tout filmer avec peut-être une petite interface, un peu comme les Google Glass pendant un temps. Moi, ça me faisait rêver, ça, les Google Glass, les gens. Ça me faisait, mais rêver, hein. C'était une folie, hein. Google Glass, mais je me disais, wow, ça a l'air génial. Et ça, alors au début, c'était du coup il y a une dizaine d'années où c'était révélé, et aussi tu disais, wow, ça a l'air génial, ça a l'air vraiment en mode, wow, trop bien. Et plus le temps passe, plus je dis, c'est horrible, c'est atroce. Mais voilà, mais normal, quand c'est sorti 2013, j'avais 13 ans. Je me disais, bon. Mais oui, il y avait des sketchs dessus et tout. En vrai, il y avait eu que des parodies dessus. Mais en vrai, ça a l'air horrible comme truc. Déjà qu'avoir un téléphone et le sortir tout le temps, je me dis, ah, c'est un peu, il faudrait que j'évite de faire ça. Mais du coup, c'est les Meta Glasses. C'est les Meta Glasses. Ah oui, hein. Les Meta Ray-Ban, là, ça a l'air, mais... ça a l'air terrible, hein, ça. Alors... c'est en mode juste ça filme tout et tu peux avoir une petite interface, c'est ça? Tu peux avoir une petite interface en mode sur la route, etc. Ou juste ça filme tout. Parce que si ça filme juste tout, bon, on s'en branle. Enfin, on s'en branle, c'est horrible déjà. Mais bon. L'enfer d'avoir des notifs dans la vraie... Ah oui, hein. Bah oui. Mais tu vois la vie en 30 FPS? Oui, bah après de toute manière c'est toujours un truc avec la VR.
et avec voilà, la réalité augmentée, tout ça, c'est que pourquoi les jeux en VR sont très moches, c'est parce que en fait il faut vraiment que ça fasse même plus que du 60 fps, sinon c'est pas possible, t'as trop de motion sickness. Donc bon, c'est l'Apple Vision, oui l'Apple Vision le truc qui est sorti, qui apparemment a tellement bidé qu'ils sont en mode bon on va attendre que la technologie soit un peu mieux et tout. C'est Bafi qui filme avec ses lunettes. Oui, plein de gens qui filment comme ça. Et bah, après c'est atroce pour je sais pas, les meufs qui se font filmer dans la rue déjà. C'est pas terrible. Alors imaginez avec ça quoi. Quand je conduis et qu'une pub apparaît pour 80% de mon champ de vision. Oui voilà, en plus le côté dystopique de la chose, bon. Voilà. Des technologies de pointe pour faire de l'hologramme. Aujourd'hui, ce serait impossible pour nous d'acheter ça, évidemment. Mais ouais, la combinaison des deux rend le truc particulièrement bien précis. sûr. Alors ensuite, Opération Espadon. Waouh. Ah ouais, c'est 45 secondes. Access denied. C'est de l'art. Je rigole parce qu'on ne les compte plus. On ne les compte plus, les scènes de... Bah après, de toute manière, il y a un peu ce côté-là où, de toute manière, ce genre de film a pas l'air génial, quoi. Genre, est-ce que Hacker de Michael Mann, c'est le meilleur Michael Mann? Tu vois, genre... Il y a un peu ce côté-là. Après, moi, je l'ai pas vu, donc en vrai, je vais pas faire le médisant. Mais là, Opération Espadon, ça a l'air d'être le film limite direct au DVD. C'est un peu... Genre, même le jeu des acteurs est pas très convaincant, donc bon. Est-ce que tu rajoutes pas du pipi dans ton caca, quoi? C'est un peu ça. Scène de hacking. Au début, je trouvais ça énervant. Je trouvais que c'était de la paresse. Genre, on peut sortir son tel et filmer tout le monde, même les enfants, t'es sûr? Bah, Yuva, je pense que peut-être que l'aspect, c'est de dire tu peux filmer mais pas diffuser. Peut-être un peu ça, en fait. C'est vrai que c'est de la... Genre en mode, tu peux filmer mais pas diffuser en ligne. Je pense qu'il y a de ça. Voilà, c'est plus la diffusion. Après, je pense que les enfants, ça doit être un peu une ligne rouge, quand même. De se dire, bon, tu as des vidéos d'enfants chez toi, chelou. Mais oui. C'est de la paresse de scénariste. J'ai toujours trouvé que c'était pas si dur de faire un peu mieux, quoi. D'élever un petit peu le niveau que ça. Oui. 3. Aujourd'hui, je suis apaisé. Parce que je comprends. Voilà. Parce que la réalité, c'est quand même que le hacking, c'est une activité qui est parfaitement ennuyeuse à regarder. Concrètement, Bah oui. ce à quoi ça... Bah oui, mais c'est là où il est bon quand même, Miko, au moins. C'est que déjà, il comprend les codes. Il a de la compréhension artistique et de la compréhension médiatique. De se dire, c'est chiant à regarder, donc j'ai pas envie de le regarder, quoi. Bon, voilà. Il y a un peu de ça. Et au moins, c'est pas comme certains profs qui disent, ah non, ça, c'est pas comme ça que ça se passe, donc c'est nul. Bon. Ça ressemble, c'est quelqu'un derrière son ordi qui a un rythme parfaitement normal, teste des choses, fait beaucoup de recherches. Donc, Et en fait, la réalité, c'est aussi ça, c'est qu'il y a beaucoup de travaux. Enfin, typiquement, c'est un peu... Le truc qui est bien fait dans The Fabelmans, je sais que dans le chat, il y en a qui aiment pas The Fabelmans, c'est qu'il y a une séquence où ça fait du montage. Moi, je suis monteur, je peux en parler. Alors, ça fait du montage sur pellicule, j'en ai jamais fait. mais il y a une séquence où ça fait du montage, et en fait, il faut se rendre compte que le montage, que ce soit sur pellicule, que ce soit n'importe où, bah, en fait, c'est chiant, parce que c'est du travail très mental, en fait. Et finalement, et c'est d'ailleurs la conclusion que beaucoup de monteurs font, c'est que il y a ce truc où le montage, c'est un travail... Enfin, tu fais 3 coupes par jour qui sont bonnes, et voilà. Bon, allez, 30, peut-être une dizaine de coupes par jour qui sont bonnes, mais en fait, tout le reste, l'aspect technique, etc., ça prend pas tout ton temps, mais le reste, c'est du travail mental, en fait. C'est pour ça que c'est chiant à regarder du montage. Il y a un docu sur le montage, d'ailleurs, qui s'appelle Tenir la distance, et je crois que c'est avec Yann 2D dedans, qui est un grand monteur... qui a monté pour Truffaut, tout ça. Et je sais plus sur quel film c'est, mais c'est sur un petit film un peu oubliable de souvenirs. Et il y a ce côté où c'est le travail de montage, c'est que du travail mental, c'est pas du travail de machin, et puis voilà. Et je pense qu'il y a ce côté-là avec le hacking également, quoi. C'est que c'est beaucoup de travail mental, beaucoup de travail à essayer des choses, à se dire tiens, voilà, à faire des recherches, à se dire ah, comment on fait pour faire ça? Ah si, ok, on fait comme ça. Bah faut se dire, il y a beaucoup de gens... Je sais pas s'il y a des gens dans la tech, dans le chat, mais globalement, et c'est pareil pour beaucoup de métiers, hein, c'est que tu vois un problème, premier réflexe, tu vas sur Google, tu te dis, ah oui, bon, je sais pas quoi faire, je sais pas comment c'est, donc bon. Sauf si c'est un truc que t'as fait plein de fois,
Mais même des trucs que t'as fait plein de fois, en soi, tu recherches un peu sur Google, quoi. Moi, j'ai eu ça à plein d'endroits, c'est que je me dis, bon, ah merde, ça, je sais plus exactement comment on fait. Attends, je regarde le docu. Le nom de docu, c'est Tenir la distance. Tenir la distance. Documentaire. Yann 2D. Voilà, Tenir la distance, qui est un très très bon documentaire que je conseille. Output Chroma Key. Oui, voilà, c'est que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Tenir la distance, vraiment que je conseille. Très très bon. Et c'est sur Yann 2D pour un film qui s'appelle L'économie du couple. Qui est réalisé par... Ah, c'est Joachim Lafosse. Je savais pas que c'était Joachim Lafosse. Je pense que je le connaissais pas à l'époque, c'est pour ça. Avec Cédric Kahn et Anis Bejo. Mais voilà, mais Joachim Lafosse, donc, du coup, qui a réalisé Un silence plus récemment. Et qui est aussi dans des enquêtes pour harcèlement. Mais voilà, et c'est monté du coup par Yann 2D, qui est un très grand monteur de cinéma. Récemment, qui a monté Le Procès Goldman d'ailleurs. Et Drone aussi. Et il y a ce truc où c'est vraiment un docu juste sur la relation entre un monteur et son réal, quoi, globalement. Donc bon, c'est très très bien. C'est très 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 bien, clairement. J'avais maté comme ça parce qu'on me l'avait conseillé. ChatGPT, ça carry pour ça maintenant, tu peux demander des trucs plus précis. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On passe beaucoup de temps en réalité à lire de la documentation, être sur Google en fait. Une petite partie du temps peut... Être sur Google. Arrête de me copier. Arrête de copier mes codes, j'ai déjà dit en fait. Ça sert à On rien. passe beaucoup de temps en réalité à lire de la documentation, être sur Google en fait. Une petite partie du temps peut effectivement développer. Donc là, il faut effectivement appuyer sur plusieurs touches différentes pour écrire du code. Bon, d'accord. Par contre, en termes d'excitation intérieure, ça peut ressembler à ça. C'est-à-dire que la réalité, c'est que ce qui fait que beaucoup de gens commencent dans le hacking, la cybersécurité et en font leur carrière, c'est parce que c'est un métier où il y a de l'excitation, Oui. où il y a beaucoup de dopamine, où... Mais il y a ce côté un peu speedrun, quoi. Et globalement, d'ailleurs, c'est aussi ça le speedrun. C'est que le speedrun, c'est 10% faire les runs, 90% essayer des trucs, foncer dans tous les murs pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un glitch à faire ici, regarder des vidéos, tout ça. Et 10% du temps, c'est faire le speedrun, quoi. Mais bon. C'est aussi un métier où il y a de l'offre. Oui, c'est aussi pour ça que les gens le font, quoi, globalement. il y a... mais c'est justement parce qu'il y a Test Micode. Non, il a l'air sympa, attention, laissez le cook. Et oui, moi je pensais aussi à la scène de code, la scène de... c'est un concours de code, je crois, où en fait ils font que taper, etc. très très vite, pour la rapidité de la chose, tout ça. Enfin moi je pense... Attendez. Je pense à un speedrun très précis. Un type de speedrun très précis. Tac, mais ça, regardez, c'est génial. C'est génial ça. Ça, c'est incroyable, ça. C'est incroyable, ce genre de truc. Et les Excel World Championship, c'est exceptionnel, les gens. Hein. C'est vraiment, vous voyez, des nerds taper le plus vite possible pour faire leur chose. Et en fait, ils sont en train de comprendre ce qu'ils sont censés faire. C'est une sorte d'examen hunter, en fait. C'est vraiment des examens hunter du speedrun. Et c'est impressionnant, ces merdes. Hein. Vraiment, mais c'est fascinant. Hein. C'est vraiment fascinant. Hein. Et c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je suis censé faire, tout ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Et les speedruns Excel, c'est exceptionnel, hein. Les gens, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Et ce gars-là, surtout, qui fait des obstacle courses, littéralement. Donc, ouais, c'est trop bien. Hein. C'est magnifique. Et oui, il y a les inputs en bas, c'est génial. C'est vraiment, tu vois tout qui est fait en même temps. Tu vois où sa main va à chaque fois. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Mais bref. Énormément de difficultés et que ça prend des heures, des jours, des mois à réussir une attaque, à trouver une vulnérabilité, que l'excitation est la plus grande au moment où ça réussit, au moment où ça passe, quoi. Je suis apaisé maintenant parce que je comprends pourquoi ils le font, c'est que c'est plus cinégénique. Et la réalité, c'est qu'en termes d'émotion, il y a une part de vérité là-dedans.
le côté excitant de l'adrénaline qui a lieu sur les 30 secondes à la fin où ça marche, quoi. Mais si on faisait un film comme ça, ce serait pas, Bah oui. ce serait pas passionnant. Bah Ouais. oui, bah oui. Là, il va dire les trucs des 255. Ce qui est extrêmement drôle à droite, à mon avis, c'est censé être des adresses IP. Une adresse IP, en réalité, Bon. derrière, ça décrit des octets. Donc ça décrit Ça, c'est vraiment, de la donnée en binaire, donc, puisque évidemment c'est transformé et envoyé sur le réseau après. Je vous passe les détails, mais ces nombres-là devraient être entre 0 et 2. Fun fact, un type s'est amusé à faire Football Manager sur Excel. C'est déjà Football Manager, de toute façon, c'est déjà juste un fichier Excel. Beaucoup de RPG, c'est juste des fichiers Excel, de toute façon. 256. Et des jeux tactiques. Enfin, stratégiques, tout 255 ça. maximum. C'est impossible d'avoir une adresse IP avec 362 écrits là. C'est un petit détail marrant, mais qui finit finalement de rendre cette scène absolument ridicule. Pirates of Silicon Valley. Ah, Fusion of art and science. ah oui. It's called the Macintosh. Et ce qui est intéressant moi je trouve dans ces premiers appareils, c'est pas nécessairement la prouesse technologique, c'est plus la stratégie qu'ils ont mis en place en termes d'expérience utilisateur. C'est de cette époque que datent énormément d'éléments de langage, enfin de vocabulaire, qui nous paraissent aujourd'hui totalement évidents dans nos ordis. Le fait que la corbeille s'appelle une corbeille, il y a une petite icône de corbeille et que c'est là-dedans. C'est vrai que, en fait, à l'époque, les PC, ils faisaient tous la même chose. C'est juste que Apple, il avait une vraie interface, quoi, globalement. Si je dis pas de bêtises, qui a été vendu après à Microsoft pour faire le MS-DOS, il me semble. Enfin voilà, le fait que ça soit des fenêtres, le fait qu'il y ait vraiment un gros, plein d'aspects différents qui semblent logiques en fait. Oui, tu as une fenêtre, tu as un onglet. Ça me paraît logique finalement. Qu'on jette les trucs qu'on veut plus. Cette idée-là, quand on y pense, est pas du tout intuitive. Enfin, ils auraient très bien pu décider de faire autrement avant. D'ailleurs, oui, c'est pas du tout intuitif. Moi, je me souviens, c'était une anecdote. Ça, je sais pas, Straderie. Oui, le bureau, voilà. Et moi, je me souviens, c'était une anecdote. Je sais plus qui me l'a raconté, mais en gros, quand il y avait. Ah putain, il disait quoi? Quand il y avait Chirac qui visitait des trucs avec de l'informatique qui venait d'arriver. Et il disait, il disait ah oui, ça s'est bien passé, j'ai manipulé le mulot là, comment on dit? Ah non, la souris, pardon, la souris, oui, pas le mulot, la souris. Genre, il y a que des trucs comme ça où c'est trop marrant quoi, de ce côté-là où les gens ils étaient un peu perdus, ils confondaient un peu tous les termes, etc. Enfin voilà quoi. Le mulot, j'ai manipulé le mulot là. Et en même temps, c'est vrai que ça ressemble à une souris. Alors après, moi j'ai un truc sans fil, donc ça ressemble pas du tout à une souris. Mais oui. Oui, ça vient de là le mulot. Le mulot. Déjà à l'époque, il faisait aucun effort. Ouais. Oui, en plus c'est vrai que ça, il le disait, c'était tard, hein, c'était fin des années 90. Il y avait déjà des gens qui avaient des ordi chez eux, etc. Il aurait pu en vrai être à la page. Mais oui. Dans les un dossier. Oui, voilà, le fait que les fichiers soient rangés dans des dossiers. En fait, il y avait un côté très bureautique dans le début de l'informatique, tout simplement. Un côté parce que ça a remplacé beaucoup de l'aspect bureautique des choses, en fait. C'était plus pratique. Donc bon. Les interfaces en ligne de commande, la question se posait pas, on utilisait RM ou Del ou des choses comme ça. Des petits mots qui désignent l'action qu'on voulait faire. Donc il y avait un côté beaucoup plus logique et moins accessible justement pour un non-programmeur. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est ce qu'on appelle le skeuomorphisme. Donc c'est l'idée que une interface graphique, si elle correspond à un objet du réel, que les utilisateurs connaissent déjà, ça leur fait gagner du temps dans la compréhension du concept. Oui. Donc typiquement, ça va beaucoup plus vite pour apprendre à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur, le concept de jeter un fichier, si jamais... Oui, c'est dans une corbeille. C'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est cette manière très pragmatique et stratégique d'avoir... Le concept de vider la corbeille. Ça te fait te dire, bon, il y a une corbeille, et après je vais la vider ailleurs et ça sera plus chez moi. Ça c'est beau. Pris les gens là où ils étaient en fait, et de les avoir petit à petit accommodés au concept de l'informatique, en utilisant ce qu'ils connaissaient déjà. Marrant ça. Ce sera l'inverse de ça. C'est vrai, bah... Après, tu sais, il y a des fous où en soi... Vous connaissez le clavier Bepo, les gens. Parce que voilà, il y a un film
qui revient sur ça, et qui revient sur le fait que, en fait, on pense souvent que le clavier AZERTY est comme il est, parce que on met toutes les touches les plus importantes à un endroit, et en fait ça permet du coup de pas beaucoup avoir à bouger les mains. Sauf que pas du tout, parce que en fait, à la base, on utilise les mêmes claviers, du coup les claviers AZERTY ou QWERTY, tout ça, voilà, les mêmes claviers que quand c'était à l'époque des machines à écrire, parce qu'en fait ça s'engloutit. En fait, sur les machines à écrire, si tu tapes plein de lettres en même temps au même endroit, bah en fait ça s'engloutit et ça se colle, etc. Donc du coup c'est pas si efficace que ça. Et donc du coup il y a des informaticiens, je crois qu'ils sont français en plus, qui ont inventé le clavier Bepo, qui est fait pour être utilisé en France. Et du coup voilà, faut pas taper trop vite. Et du coup les broches se touchent, voilà, les broches se touchent et du coup ça se colle, etc. Donc ça s'entremêle, ça utilise trop l'encre, tout ça. Et du coup il y a un clavier qui est utilisé par des libristes de merde, qui s'appelle le clavier Bepo, où en fait il y a du coup des touches très pratiques d'un côté, de l'autre aussi, qui permettent du coup d'aller plus vite, globalement. Et voilà. Mais bref. Je vais sauvegarder sur l'icône disquette, même si je sais pas ce que c'est. Oui, il y a aussi ça, c'est vrai que maintenant les disquettes, pour moi, pour beaucoup de jeunes, c'est l'icône sauvegardée, quoi. Et voilà, et du coup ça ressemble à ça. Après c'est un peu autiste, hein, c'est vraiment... c'est un peu marrant d'avoir la touche validée, enfin la touche entrée au milieu, la touche... c'est pas mal en vrai, hein, c'est marrant. Bon après pour le gaming c'est atroce, parce que tu dois tout remapper, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est marrant dans l'idée en tout cas. Mais bref. Alors, l'extrait il est en 540p. Je combats ce sentiment parce que je vois l'utilité d'un point de vue scénaristique. Des codes qui viennent s'aligner comme dans un casino. Ça a une fonction en termes d'image pour les spectateurs. Donc en fait, je comprends pourquoi ils le font. Et la réalité, c'est que c'est pas si absurde. Bon là, les réseaux de neurones, là, ou je sais pas quoi, il y a une sorte de fantasme du virus au sens biologique. On aime s'imaginer qu'en réalité... Après, justement, ça rentre dans l'aspect skeuomorphisme où le virus... Il y a un truc où on l'appelle pas un virus pour rien non plus, quoi. C'est-à-dire que... Après, en fait, le virus, c'est un terme qui, aujourd'hui, en informatique, prend plein de choses qui est utilisé dans plein d'endroits, mais il y a un peu ce côté où, effectivement, c'est quelque chose qui s'infiltre et qui va tout détruire, quoi. Donc bon. Le virus informatique est très proche du virus organique et que du coup il peut muter Mon Mac a chopé une hépatite. Ah putain, mon PC il a chopé le sida là. Il y a des théories sur l'architecture au XVIIIe siècle où il disait que les bâtiments devaient ressembler à leur fonction boulanger en forme de pain. Ah, marrant ça. Métamorphosé. La réalité c'est que bah quand même ça existe pas trop quoi. En tout cas, qu'il y a plein de gens qui confondent et que ce côté effectivement de représenter par les cellules touchées, tu te dis mais sur un virus ça a pas de sens en fait, sur un virus en informatique. Look at the map. La forme du malware était une carte de Londres. Donc là oui, on est dans la fantasy, mais en vrai c'est cool. C'est-à-dire que moi quand j'y pense, si demain je devais créer une scène de hacking qui provoque des émotions, de la tension, un plot twist, je sais pas comment je ferais quoi. Donc moi j'ai envie de dire bravo bravo aux scénaristes pour leur inventivité et le fait de rendre le hacking aussi sexy et de piquer la curiosité des gens sur nos domaines quoi. Moi je pense qu'il y a plein de gens qui après arrivent en cyber etc parce que quand ils étaient petits ils ont vu des trucs comme ça. Bah oui, je vais conclure en disant que c'est quand même cool. Essayez de faire un petit effort, un minimum à la Mr. Robot justement en prenant des consultants et un peu d'aide pour rendre un peu plausible. Mr. Robot a prouvé quand même qu'on pouvait créer de la tension, qu'on pouvait créer un impact. Oui. Après c'est un autre film, tu vois, enfin c'est une autre série là en l'occurrence. Donc bon, c'est pas la même. Dans les chambres rouges, j'ai kiffé la représentation des bails informatiques, même si c'est pas du hacking. Mais la scène poker plus... Oh oui, elle est exceptionnelle cette scène. Et surtout, moi, du peu que j'y connais, ça a l'air assez réaliste. Justement, j'aurais bien aimé qu'il analyse cette scène-là, les scènes des chambres rouges, et même le film en entier, où vraiment je me dis, mais les chambres rouges, à ce niveau-là, c'est terrifiant, les représentations qu'il y a, etc. Le côté Thor, le côté Darknet, tout ça. Je me dis c'est pas mal, mais même qu'il en parle, etc. Moi je me dis ça peut être pas mal parce que bien évidemment c'est pas que le sujet du film, hein, vraiment. Le sujet du film c'est aussi pareil sur l'obsession.
sur le côté être obsédé par quelqu'un, obsédé par une quête, pourquoi être obsédé finalement, pourquoi être fanboy de quelque chose qui finalement est pas si bien, et puis il y a quand même un côté marginalité qu'on retrouve dans le Darknet, qu'on retrouve dans les quotidiens du coup des deux fangirls aussi. Mais en tout cas, voilà, les Chambres Rouges, foncez le voir. De toute façon, vous savez quoi, on va faire le stream là, normalement le 10 janvier pour parler de nos films préférés de l'année. Il faut encore que j'en rattrape, je crois, 2-3 et puis ça sera bon. Il y sera, hein, les Chambres Rouges. Voilà, hein, je peux vous le dire. Il est top 3 et il est top 5 et pas 5ème en tout cas. Je sais plus s'il est dans le top. Stream IRL sur le Darknet. Allez, let's go, on y va. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que ce côté-là de parler... En plus, ça en parle bien et ça explique bien les choses et tout. Donc, voilà. Et les gens, c'est un de mes films de l'année. Hein. Et il est terrifiant. Vraiment, à regarder. Au cinéma, j'ai sursauté. Je sursaute très rarement. Les jumpscares me font rarement sursauter. Genre, sur Nosferatu, il y en a quelques-uns. Ça m'a pas fait non plus... En fait, je sursaute à cause des gens qui sursautent. C'est un peu de ça. Et des gens à côté de moi. Mais là-dessus, sur les Chambres Rouges, ça m'a fait sursauter à plusieurs moments. Vraiment. Je me sens vraiment pas de le mater. Le film est très badant, hein, vraiment. Ça, quand même, je préviens là-dessus. C'est âme sensible s'abstenir. Mais voilà. Émotionnel fort sur les scènes de hacking sans avoir besoin de faire des trucs un peu ésotériques, quoi. C'était Micode pour JQ. Très très bien. Très bien. En vrai, c'est cool, hein, comme truc. Dommage qu'il a pas fait d'entrée, il était si cool. Après, apparemment, il est assez connu à l'international. J'ai vu des ricains en parler. Donc, pourquoi pas, hein. Terrifiant comment, genre tension horrifique ou malaise. Les deux. Les deux, mais il y a une tension horrifique, vraiment. Voilà, la scène du regard, notamment. Vraiment, elle est dure, hein. Et c'est effectivement la scène où j'ai sursauté, vraiment. Donc, voilà. Mais en tout cas, ouais, je suis d'accord avec les commentaires. Franchement, il est bon, hein. Il est bon, les scènes, je sais pas si c'est les meilleures scènes choisies. Parce que je pense qu'il y a quand même peut-être mieux à dire sur certaines scènes et tout. Notamment, voilà, les Chambres Rouges, ça aurait pu très bien marcher. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, hein.